C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition spéciale Google I.O. Est-ce qu'on aurait pu dire Google AI? Parce que c'était vraiment le thème de la conférence. Vous savez, Google I.O., traditionnellement, c'est la conférence des développeurs des produits Google, surtout axés sur Android. Mais cette année, Android est arrivé pas mal plus tard dans la conversation pour parler d'intelligence artificielle. On va faire le tour en long, en large, en diagonale et de travers de toute la question avec moi-même, Alain McKenna et Pascal Forget, qui est à l'autre bout de la conversation. Salut Pascal! Bonjour Alain. Toi, tu as de la chance d'être en Californie. Moi, je suis bien au chaud à Montréal. Je vais saluer et remercier nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub et Hello Darwin. Merci d'être avec nous pour cette diffusion. Fait que là, tu es en personne. Tu as vu les annonces en direct de Google, Google I.O. et pas AI. I.O. Exact. Non, faut pas faire. On peut faire le lapsus. Par contre, vu le contenu, mais oui, je suis sur place. Je suis dans un très luxueux motel du boulevard principal de Mountain View, qui est, comment je dirais ça, donc le quartier plate de la Silicon Valley. C'est pas très chic où on est en ce moment. C'est vraiment des commerces, la moitié est fermée. Il y a beaucoup d'immeubles en rénovation, donc c'est pas exactement le grand luxe, mais c'est un accès privilégié. J'ai rencontré tout à l'heure le PDG de Google et d'Alphabet, M. Sundar Pichai. Non. Là, on a En parlé des personne? vraies affaires. En personne. Il a serré la main? No way. Ben, j'ai pas. Il y a des gens qui ont pris des selfies, mais moi, je suis. Vous savez, les journalistes, nous, on doit garder une certaine distance critique sur nos sujets. Donc, j'ai posé Mais des au moins questions lui serrer la difficiles. main. Moi, lui, Ben, on n'a quand pas j'ai eu. serré Non, la main parce de qu'on Bill Gates, j'étais était un content. groupe, il était sur scène. On n'a pas eu le temps de faire toute la. On a eu le temps de C'est poser mon des bonnes côté questions. groupie. Voilà. Mais il y avait des gens qui étaient là avec leur appareil photo pour les selfies, donc ça n'a pas niaisé. On va avoir un gros épisode cette semaine, Pascal, parce qu'on a quand même pas mal de stock. En plus de Google I.O., il s'est passé plein d'affaires de l'actualité technologique. D'ailleurs, je peux vous le résumer si vous voulez, parce qu'on va parler de quoi? On va parler évidemment de Google I.O., on va parler de ChatGPT, parce que OpenAI a essayé de tirer le tapis sous les pieds de Google la veille au soir en lançant ses propres nouveautés d'intelligence artificielle. Microsoft a du nouveau aussi. Et on termine rapidement à la fin avec le Google Pixel 8a qui incarne un peu physiquement, concrètement, tout ce que Google essaie de faire en intelligence artificielle mobile. Donc, ça va faire un gros show. On va commencer tout de suite avec nos espressos de tech. Mais avant, juste vous rappeler, parce que notre partenaire dans l'information est là avec nous, n'est-ce pas? Et vous le connaissez bien, InfoBref, la fameuse infolettre qui, tous les matins, en 5 minutes, vous résume l'actualité. C'est une façon efficace et rapide de tout savoir, surtout, tout le temps, partout, le matin surtout, avec une bonne tasse de café. Vous recevez ça sur votre appareil mobile, tablette, téléphone, ordinateur personnel, peu importe. Vous l'ouvrez, vous le consultez et vous êtes au courant et vous êtes prêt pour la conversation une fois au bureau autour de la machine à café parce que vous savez tout. Infobref.com, allez voir ça. Ça a commencé fort cette semaine, Pascal, sur le marché du travail. On commence avec une actu très sérieuse qui nous vient de Microsoft. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Ben écoute, c'est un rapport de Microsoft qui est basé, selon le communiqué, sur des trillions de points de données provenant Ça, c'est de des 31... milliers de milliards en français, non? Oui, et là, j'ai 31 personnes dans mes notes. Fait que ça doit être 31 millions de personnes. Ça doit être plus que 31 personnes dans 31 pays sur les tendances actuelles en matière de travail. On découvre que malgré la reconnaissance du potentiel de l'intelligence artificielle, on va en parler dans le podcast, par les entreprises, il n'y a pas de plan cohérent des entreprises pour utiliser l'intelligence artificielle. Et ce qui se passe, je le constate, je donne la formation en entreprise, entre autres sur Copilote, la situation entraîne un phénomène où les employés, un peu à l'insu de l'employeur, vont utiliser l'intelligence artificielle de façon des fois sans le dire à leur patron, malgré les potentiels de fuite de données et tout, parce qu'ils ont peur pour les répercussions sur leur emploi et la sécurité de l'entreprise. Fait que si vous êtes en entreprise, parlez-en à vos employés, mettez des politiques claires. D'un côté, il y a des politiciens qui vont essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour se simplifier la job puis faire du contenu bidon. De l'autre, il y a ceux qui veulent sincèrement mieux travailler plus efficacement puis utiliser ça à bon escient. Parlez-en, discutez-en. Si vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, discutez-en. Prenez des formations sur le sujet, amusez-vous. L'intelligence artificielle, c'est un champ merveilleux, mais c'est un peu le Far West en ce moment. Fait qu'assurez-vous, si vous avez des données privées, propriété intellectuelle et tout, que vous sachiez qu'est-ce que vous faites quand vous l'utilisez.
rappelez surtout à vos employés que s'ils partagent avec un outil d'intelligence artificielle en ligne des données de l'entreprise, des chiffres de vente, n'importe quoi, ça se peut que ça ressorte ailleurs chez quelqu'un d'autre, et que vos Ça données, se qui sont peut. pourtant des données stratégiques, Oui, fuitent à votre insu. Ça, c'est très oui, important d'éviter ça. Donc, il faut au moins le dire à vos employés, faites attention, au minimum. oui. Faut garder ça. Ce qui est confidentiel doit demeurer confidentiel, n'est-ce pas? Euh, Parlant de l'échange de données, on va faire un lien facile. Intel avait une petite annonce cette semaine à propos du protocole Thunderbolt, dont, à mon avis, on ne parle pas assez. C'est tout qu'un protocole, c'est vraiment la version ultra rapide des ports USB-C qui, je trouve, est sous-valorisée dans les produits, surtout associés à Windows, parce que du côté d'Apple, on a les Thunderbolt et on en parle beaucoup. Parce que le transfert de données se fait très vite par Thunderbolt. Et là, Intel, à qui appartient dans le fond ce protocole-là, a présenté cette semaine Thunderbolt Share, qui est un logiciel, avec une application logicielle qui permet de brancher deux PC ensemble pour autant qu'ils ont un port Thunderbolt 4 ou 5. Et je ne sais pas s'il y a des Thunderbolt 5 déjà en marché, parce que c'est quand même, je ne sais même pas si ça a été officiellement annoncé, Pas à ce ma standard-là. connaissance. Je pense qu'ils en parlent, mais sur le marché, je Ouais. pense que c'est pas encore disponible. Donc, dès que vous avez un protocole Thunderbolt sur votre PC assez récent, je vais dire comme ça, vous pouvez transférer des données directement d'un poste à l'autre, d'un PC à un PC. Et ça se fait à la vitesse de l'éclair. Je ne me rappelle plus c'est quoi la capacité maximale de Thunderbolt, mais c'est vite. C'est plus vite que les standards, c'est plus vite que les réseaux sans fil, c'est plus vite que les réseaux Ethernet aussi, les réseaux filaires. C'est plus vite que du USB standard, nécessairement. Et c'est fait justement pour éviter de congestionner un réseau domestique ou un réseau de travail si, par exemple, vous avez acheté un nouveau PC et vous voulez transférer vos données d'un PC à l'autre. Ben là, au lieu de le faire avec un disque externe, de copier-coller, puis de renvoyer tout le stock, puis ainsi de suite, juste copier-coller, mais de glisser, déposer ou peu importe, ben là, vous branchez avec ce câble-là et vous pouvez le faire en quelques minutes à peine. C'est une belle petite technologie. On s'assure que tout est privé. On va pouvoir aussi s'en servir comme outil, je ne sais pas c'est quoi le terme français, mais KVM, là, le fameux outil Et pour prendre possession des périphériques d'un autre poste, parce qu'à travers cette connexion-là, on pourra aussi contrôler le clavier et la souris d'un autre PC. Ce qui, pour les gens qui ont une tablette, un téléphone, peut-être pas un téléphone, mais une tablette, une grosse tablette ou deux PC ou peu importe, un portable, un ordinateur de bureau, tout ça, ça va simplifier l'interaction entre leurs différents appareils, évidemment à condition d'avoir un câble Thunderbolt. oui. Donc, c'est peut-être un élément, sans que ce soit la fin du monde, à considérer si vous achetez des nouveaux appareils personnels, un nouvel ordinateur ou quoi que ce soit, d'avoir cette compatibilité-là, parce que de plus en plus, je pense que le protocole Thunderbolt devient de plus en plus intéressant et c'est à considérer absolument. Mm. C'est gratuit, là, cette capacité-là de partager d'un PC à l'autre à travers le Thunderbolt, pour autant que vous ayez la compatibilité déjà sur votre appareil. Donc, considérez-le, je vais le dire Oui. comme ça. Et Thunderbolt, le petit truc, c'est que c'est un standard qui fonctionne merveilleusement bien quand il fonctionne. Il faut avoir le Ben oui, câble voilà, Thunderbolt, il exact. faut avoir la capacité, ça permet d'alimenter et de donner les données d'un moniteur. Donc, on a juste un câble pour brancher son moniteur pour l'alimenter et afficher les données. Mais c'est un peu capricieux. Je l'ai sur mon PC en ce moment avec la dernière puce d'Intel. C'est compatible Thunderbolt 4. Sauf qu'il faut mettre à jour les pilotes, il faut s'assurer que les périphériques soient compatibles, mais ça marche très, très bien quand ça fonctionne. Quand ça marche, ça marche. Ça, c'est très vrai. Et Je voilà. ne sais pas si tu as suivi ça de près. Il y a eu des nouveautés du côté d'OpenAI juste avant Google I.O. Il y a eu un Oui, nouveau, en fait, une version, je veux dire, simplifiée, une version complexifiée de GPT-4 là, qui a été présentée. oui, une version GPT-4, entre autres, pour ordinateur de bureau. On va pouvoir l'utiliser avec une application dans son ordinateur directement, sans passer par Mhm. son téléphone. Ça peut être chouette pour ceux qui travaillent avec un clavier puis une souris. C'est un nouveau modèle qui s'appelle 4O, O pour Omni, parce qu'il Mhm. combine la voix, le texte et la vision. Donc, on va pouvoir lui montrer des choses. Je pense qu'on pouvait déjà le faire. On va pouvoir parler à ChatGPT 4o avec une voix qui est émotive. J'ai vu les démos, c'est assez impressionnant. Tu peux lui demander de te parler avec plus d'enthousiasme ou moins d'enthousiasme. Tu peux vraiment lui demander de calibrer le niveau de la conversation et elle devrait s'adapter à ton ton, la façon dont tu parles. Je trouve ça très flyé. Tout Mhm. ça avec une réponse plus rapide, 320 millisecondes, ce qui paraît-il est très similaire à un humain. Si tu attends, avec les modèles précédents, c'était entre 2,8 et 5,4 secondes pour attendre une réponse. Fait que si je te Ah, quand même. parle, tu ne me parles pas pendant 5,4 secondes, je vais m'inquiéter.
avec l'intelligence artificielle, 320, moins un tiers de seconde, grosso modo, pour répondre. J'ai trouvé que les démos étaient assez convaincantes. Ça va bientôt être déployé. J'ai pu utiliser 4.0, mais pas la fonction vocale. Donc, ça va être déployé au cours des prochaines semaines. Bien hâte de voir ça. On peut déjà gratuitement, et ça, c'est l'autre chose qu'ils disent, on offre notre dernier modèle, le plus performant, gratuitement à tout le monde. Fait que moi, je pense que je vais arrêter de payer pour ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi. Je le fais, ça marche très bien. C'est encore gratuit, pourquoi pas l'utiliser. GPT-4, GPT 4.5 est payant et probablement que GPT-5 va arriver. Il va Il y arriver a, avec peut-être. il y a une course définitivement entre OpenAI et Google et je l'ai senti cette semaine parce que ça a été beaucoup discuté. Je ne sais pas si c'est une course vers quoi, là, mais clairement, on essaie de garder le lead sur ces projets-là, ces produits-là, parce que ça ressemble beaucoup à ce qui a été annoncé le lendemain chez Google I.O. aussi. Google I.O., je vais vous dire en passant, c'est une conférence qui dure 2 jours. D'habitude, la première journée, on parlait que d'Android. Cette année, on a parlé que d'intelligence artificielle. Mais la deuxième journée, qui est en fait aujourd'hui, donc ce matin, on parlait enfin d'Android 15, la prochaine version d'Android qui s'en vient. Et on en parlait probablement un petit peu moins parce que ce n'est pas une mise à jour majeure qui s'en vient. Son nom officiel, c'est Ice Cream Cake, si je me rappelle bien, gâteau à la crème glacée. Et je pense qu'il y a même une saveur, genre ice cream cake à la fraise ou un truc dans le genre. Il va falloir vérifier parce que le dernier, Android 14, de mémoire, c'était genre gâteau renversé. Je vous dis ça parce que c'est très important de le savoir, mais aussi parce que Android 15 arrive avec quelques petites nouveautés intéressantes, mais pas pour tout le monde nécessairement. Évidemment, il y a beaucoup d'intelligence artificielle intégrée. L'application de Gemini, l'application d'intelligence artificielle de Google, remplace de plus en plus l'assistant Google, donc l'espèce d'assistant numérique. On en parlera tantôt quand on va revenir sur Google I.O. Il y a trois nouveautés principales sur Android 15. La première, c'est qu'on a créé un espace privé qui apparaît au bas du tiroir, le fameux tiroir où on voit toutes les applications sur son téléphone. Il y a une portion là qui va être cachée où on va pouvoir stocker des applications ou du contenu qu'on ne veut pas que les autres voient. Et pour y accéder, il faudra s'authentifier une deuxième fois pour avoir accès à ces applications-là, mais à leur contenu aussi. C'est-à-dire que si on verrouille cet espace-là, et si on a des applications dans l'espace caché, privé de son téléphone, les alertes ne seront pas présentées sur l'écran d'accueil, sur l'écran verrouillé. Ça va vraiment être gardé à part. Donc, on va vraiment essayer de protéger ces données-là. J'imagine que ça va être pratique pour les gens qui veulent tromper leur douce moitié là, pour mettre l'application de rencontre en ligne. Ça fait le même dans cette section-là. Peut-être des informations financières aussi, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de vraiment protéger du contenu sur l'appareil. C'est considéré comme un deuxième profil. On va vraiment gérer ça comme un profil différent. Donc, on va isoler toute l'information. La deuxième affaire, c'est qu'on s'est rendu compte que la façon que les gens se faisaient voler leur téléphone de plus en plus, c'est que quand on sort sur la route, sur le chemin, sur le trottoir, dans la rue, son téléphone, des gens partent en courant, passent en mobilette ou encore peu importe comment, et hop, vous arrachent des mains votre téléphone alors qu'il est déverrouillé. Active l'application d'appareil photo, ce qui empêche de verrouiller pendant une très longue période, et éventuellement change le NIP et là, prenne possession de votre téléphone. Alors, ce qu'on a créé, c'est qu'on utilise des outils avec l'accéléromètre et des algorithmes pour détecter cette action-là de le téléphone qui se fait arracher des mains et pour prévenir que le téléphone puisse être volé. Donc, on verrouille automatiquement et on envoie une alerte. Et ça, ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup dans les grandes villes, c'est pas un gros phénomène chez nous, mais au Brésil, entre autres, en Angleterre, à Londres, c'est un phénomène rampant, le vol de téléphone. Donc, on a vraiment voulu éviter ça. Il y a des fonctions aussi d'effaçage de contenu à distance, des choses comme ça qui sont déjà quand même assez répandues, qui sont intégrées directement à Android maintenant. Et ça ajoute pas mal de fonctions d'un peu plus de sécurité par rapport à ce qui va être Android 15. Et il y a une version bêta déjà qui a été lancée. Je ne sais pas si c'est la bêta 2 qui est sur les téléphones Pixel, Pascal. J'ai installé une bêta, j'étais tout énervé, mais je le dis tout de suite, là, ceux qui sont tentés, moi je suis toujours tenté d'avoir le dernier truc, ça a désactivé certaines fonctions, dont le paiement mobile. L'application, comme c'était une version bêta, n'était pas approuvée pour le paiement mobile, fait que je me retrouvais au téléphone, avec mon téléphone pour payer sans pouvoir le faire. Faites juste garder ça en tête si vous utilisez une version bêta, ça peut désactiver des fonctions importantes. C'est pas une version qui est finale encore. Mais aussi, ça va être disponible sur les téléphones OnePlus. Et ça, là, ça c'est l'autre truc, ouais. Il y a des fabricants triés sur le volet, dont OnePlus, qui est peut-être la seule marque de téléphone qui n'est pas les Pixels vendue au Canada, qui va avoir accès à une version bêta aussi d'Android 15.
Et ce que j'ai vu tantôt, j'avais un téléphone OnePlus dans mes poches, c'est la version bêta 1. Il y a accès à la version stable et la version ouverte, donc Open Beta, qui, elle, est plus fragile. Mais ça aussi, ça désactive un paquet de fonctions. Le Bluetooth devient erratique, le Wi-Fi ne fonctionne pas tout le temps. Le déverrouillage par reconnaissance faciale devient défectueux. Donc, Android 15 s'en vient là, cet automne, il n'y a pas de doute. Mais en attendant, pressez-vous pas parce que les bêtas sont un petit peu, sont pas à point, ne sont pas 100% fonctionnels. Fait que ça, en tout cas, bref, ça à suivre. Et pour compléter là-dessus, Pascal, le service de localisation d'urgence est maintenant disponible sur Android aussi, là. Oui, ça, c'est quelque chose qui est une belle nouvelle. On reste Android cette semaine. Ça va être probablement d'autres manufacturiers ou d'autres entreprises du GAFAM dans les prochaines semaines. Mais les services de localisation d'urgence, c'est quelque chose qui est très, très chouette sur les téléphones Android. La fonction serait compatible avec 99% des appareils Android. Qu'est-ce que c'est? Wow. Ça permet, quand vous appelez ou vous textez au 911, les gens, il paraît, textent de plus en plus au 911. Jeunesse oblige, je ne sais pas. Ça va localiser dans un rayon de 6 mètres les gens quand on va appeler. C'est une localisation qui est multimode, qui va utiliser non seulement le GPS si on est à l'extérieur, les tours cellulaires si on est dans un réseau cellulaire, mais aussi les réseaux Wi-Fi qui sont autour de nous et les capteurs de l'appareil. Donc, ça devrait donner une très, très bonne précision de localisation, même à l'intérieur des édifices. Et ça peut sauver des vies, ça l'a déjà fait, un peu comme les fonctions de sécurité des téléphones d'Apple qui détectent les collisions, des choses comme ça. Ben, avec le SLU, on a pu rapidement, dans un rayon de 6 mètres, trouver des gens en forêt, trouver des gens dans des endroits difficiles d'accès. Puis quand on y pense, là, c'est la différence entre un appartement puis un bloc appartement. C'est la différence avant la précision de la localisation. On avait une idée très vague de la localisation et si la personne n'était pas à l'extérieur, c'était plus difficile. Donc maintenant, on a le meilleur des deux mondes. Bonne mesure. On ne peut pas avoir trop de sécurité dans ces situations d'urgence-là. Donc, effectivement, bel ajout à Android. Surtout que ça devient, parce que c'est rare avec Android que ça fonctionne de façon aussi généralisée du premier coup. Donc, félicitons aussi les gens de Google d'avoir fait ça. On va parler d'Android, de tout ce qui s'en vient, tout ce qui est nouveau du côté de Google dans les prochains instants. On va juste prendre une petite courte pause, je prends mon souffle, je prends une petite gorgée d'eau. Il y a du stock, là. C'est chargé. Restez avec nous parce qu'on fait le point sur Gemini, Gemma, les gemmes. Il y a vraiment plein d'affaires là même basées sur le thème Gemini et sur tout le reste qui est à Google I.O. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Re-bienvenue à Une Tasse de Tech, tout le monde. On va parler de Google I.O. parce que je suis certainement pas venu jusqu'ici à Mountain View, en Californie, pour rien. En tout cas, je suis venu ici pour vous en parler parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'en ai écrit pas mal dans le devoir, mais Pascal a trouvé un bien intéressant. Les 100 choses qui se sont passées chez Google I.O. Est-ce que tu en as retenu quelques-unes ou est-ce que c'était juste pour le chiffre spectaculaire? Ben c'est ça, c'est un article du blog de Google. Google là, est vraiment dans le style blog et donc ils ont fait un titre spectaculaire. Les 100 choses qu'on a annoncées à Google I.O. On ne va pas toutes les nommer, il y en a beaucoup trop, puis il y a beaucoup de détails là-dedans. Mais il manquait juste le sous-titre « La 14e vous surprendra ». Pour que ça fasse un article de blog. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu la 32e, ben oui. C'est ça, je ne croyais pas mes yeux, c'était incroyable. Écoute, veux-tu que je regarde vite? On a fait des démos, des prototypes de l'audio overview. On a vu Gemini Nano avec le multimode qui va comprendre le monde de la façon que les gens le comprennent. Écoute, il y a plein de petites phrases comme ça. Si tu avais envie de regarder sur le site de Google, c'est là. Mais toi, qu'est-ce qui t'a retenu? Est-ce que tu veux que je commence par une chose que j'ai retenue? Vas-y, mais je veux dire, juste parce qu'on parle de 100, moi, je vais vous en donner 5, OK? Je vais regarder ça parce que 100, ça n'a aucun bon sens, hein? Mais quand même, 5, je pense que ça a du sens. Vas-y, Pascal, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a accroché le plus? L'annonce de AI Teammate. Et ça m'a tellement fait penser à Copilot. De la même manière que souvent, Apple annonçait des trucs avec des noms, tu fais « Ah, ben c'est la même fonction que », ou que Microsoft annonçait des trucs qui étaient la même fonction que. Dans ce cas-ci, c'est assez flagrant que le AI Teammate de Google est un assistant pour le travail. Ça devient une intelligence artificielle qu'on peut ajouter à des équipes de travail qui va pouvoir répondre aux questions, qui va pouvoir donner son avis, qui va pouvoir donner du feedback.
très, très, très curieux de voir comment ça va fonctionner pour les entreprises qui utilisent les applications de Google comme Google Docs ou les Sheets de Google. Peut-être que ça va être un gros, gros plus. Puis ça va peut-être les donner moins envie de passer du côté de Microsoft, là, qui est très, très fort dans l'intégration de copilotes dans ces applications. C'est ce qui m'a surpris le plus dans les annonces aujourd'hui, parmi toutes celles qui sont là. Toi, tu en as trouvé 5. Là, je suis curieux. Oui, ben, je vais combiner un peu. Il y en a une il y en a en fait qui sont 2 en 1, ou même je pourrais dire 3 en 1 parce qu'il faut se rendre à 100 après tout. Toute la génération de contenu multimédia, on a vu 2 ou 3 outils, notamment VO, qui est un outil de génération de vidéos à partir de texte. On a déjà parlé de Sora du côté de ChatGPT. C'est exactement la même chose. Mais la première chose que Google a dit à propos de VO, c'est que mais nous, on peut faire pas mal plus qu'une minute de vidéo générative basée sur une phrase ou 3 phrases, ou en tout cas basée sur un petit paragraphe de texte. C'est un outil assez intéressant. Ça génère de la vidéo pleine HD, 1920 par 1080 pixels, d'une durée d'environ 1 minute pour partir, mais on a un petit bouton, on appuie, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, et ça prolonge la vidéo que ça crée. On peut demander, bon, évidemment, par exemple, une voiture qui déambule sur un boulevard urbain, mais on peut aussi donner, je veux des effets spéciaux, je veux de la fumée, je veux une explosion, je veux un time-lapse, donc un hyper accéléré. Au contraire, je veux une vue aérienne style ralenti d'un satellite. Il y a plein de fonctions comme ça qui ont été ajoutées. Et on a présenté cette fonction-là, VO, avec je veux dire l'artiste, parce que le gars, il a comme 8 chapeaux. Donald Glover, qui est un artiste américain, chanteur, qui était Childish Gambino pendant un bout de temps. Je ne sais pas si c'est encore son nom de musicien, mais il faisait un personnage dans la série Community aussi, la sitcom que moi j'avais dit. Et qui, là, est tout d'un coup un réalisateur chevronné qui se la joue très... J'en ai vu d'autres, vous savez, et celle-là m'impressionne. Et lui, semble-t-il, qu'il va nous produire au courant de l'été un vidéoclip basé sur les outils VO. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que l'outil semble très raffiné. Il semble un petit peu plus spécifique ou un peu plus développé que Sora. Ça va être à suivre parce que peu importe lequel des deux qui vous intéresse le plus, ils sont pour l'instant non accessibles pour le public. Il faut être invité. Il y a une liste d'attente du côté de VO, par contre. Vous pourrez aller voir et vous inscrire. Chez Google, on nous a dit qu'ils allaient rapidement le rendre accessible au plus grand nombre possible. Donc, c'est à suivre. Ils ont aussi présenté une outil de création de musique dans le même genre. J'ai oublié son nom. C'est... Mon Dieu, j'ai oublié son nom, mais ça ressemble à... Il y a déjà des sites web qui le font. Là. Il y a Udio, entre autres, qui le fait, où on lui demande « Fais-moi une chanson basée sur tel style, avec tel genre d'instrument, avec ce genre d'ambiance-là, et fais-moi donc des paroles tant qu'à y être. » Et c'est un peu ce que Google essaie de faire aussi de ce côté-là. Donc, on a vraiment des outils de génération de contenu riches qui s'en viennent, et j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, nous, on est dans la rédaction, journaliste et tout ça, on écrit beaucoup de textes, et déjà, les outils d'intelligence, ChatGPT, tout ça, ont beaucoup touché la façon dont les choses sont écrites. Je reçois plein de communiqués de presse qui sont générés par l'IA, c'est super apparent. J'ai l'impression que dans le son et dans l'image, ben, tu le vois toi aussi, hein, Pascal, j'ai l'impression que dans le son et dans l'image, ça va éclater tout autant dans les prochaines 2 ou 3 années. Donc, on va s'en reparler souvent de ces outils-là. Ça, c'était pas mal le plus spectaculaire qui était présenté à Google I.O. ici, mais il y en a aussi eu un petit peu partout. Google, il ne faut pas l'oublier, c'est un moteur de recherche à la base. Donc, ce qu'on a présenté un peu en douce, je trouve, on prend ça un peu à la légère, mais il me semble que ça va être gros, c'est qu'on va revoir la façon dont le moteur de recherche Google présente l'information pour la rendre plus synthétisée, plus efficace, plus, en anglais, ils ont un mot, c'est actionable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rebondir sur ce qu'on voit et aller vers d'autres choses plus efficacement. L'exemple le plus évident qu'il donne, c'est quelqu'un qui magasine un vélo. Ben, tu demandes qu'est-ce que tu penses, Google, de mon vélo Schwinn, machin. Et là, il fait un condensé des critiques et des commentaires trouvés un peu partout sur Internet et rend ça efficace et vous dit voici où l'acheter. Ça brise un peu le modèle du moteur de recherche parce que c'est plus juste une liste de sites web et d'adresses web avec des publicités insérées. C'est vraiment un contenu agrégé. Et là, tout le monde s'inquiète parce que là, c'est rendu une business, les moteurs de recherche. Il y a tous les experts en référencement qui s'inquiètent. Tout d'un coup, ils vont perdre leur job. Qu'est-ce qui s'en vient? Et on assure chez Google que malgré ce changement-là, ça va générer plus de clics dans les entreprises, dans les sites web d'entreprises qui veulent évidemment générer des clics et que ça fait que les gens naviguent davantage. J'ai hâte de voir parce que là, on prend un peu un pari parce que même au niveau de la publicité, au niveau des revenus pour Google, on challenge un modèle qui était très lucratif. Et je trouve qu'on va, c'est mon opinion, vous savez ce que vous voulez, mais je trouve qu'on va un peu vite dans ce changement-là.
Mais on n'a pas le choix parce que Google est challengé par OpenAI qui devrait d'un instant à l'autre lancer son propre moteur de recherche basé sur sur GPT-4, en fait. J'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner, puisque ça fait peur à bien du monde dans le milieu de la recherche en ligne. Allez savoir. Ça, c'était la recherche sur le moteur Google. Sur Google Maps aussi, on va créer ces espèces d'agrégation de contenu. Si vous allez sur Google Maps pour trouver à proximité de vous un café, un restaurant, un musée, un bar, n'importe quoi, l'outil, on va utiliser Gemini, encore une fois, Gemini, pour synthétiser les commentaires. On peut même demander, hey, je vais aller me stationner à une borne de recharge avec ma voiture électrique dans tel quartier. De quoi a l'air le quartier? Et là, Google Maps va vous dire, c'est un quartier qui est reconnu pour ses cafés, qui est reconnu pour ses restaurants. J'ai demandé et on m'a dit que ce ne sera pas un outil où on dit des choses négatives. C'est-à-dire qu'il ne dira pas ce quartier-là, vous allez faire voler votre voiture. Donc, on veut un peu tweaker la vérité quand ce n'est pas une belle vérité, mais on veut donner de l'information condensée sur le contexte. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un des mots-clés de ce qui a été présenté dans la dernière journée et demie. C'est la prise en charge, la prise en compte du contexte et ce qui permet à Google, en tout cas, de raffiner son outil d'intelligence artificielle. Il va falloir qu'on le teste, parce que moi, Google Maps qui me dit « Va dans tel quartier, je te jure, tu vas voir, tu vas trouver le café que tu cherches. » Je ne suis pas encore convaincu. Ouais, mais semble-t-il que c'est une affaire. Moi, je soupçonne que les amateurs, les spécialistes en référencement vont sûrement remplir de critiques. Ils vont booster, c'est ça. Ils vont bourrer de fausses critiques les sites où s'abreuve l'intelligence artificielle pour créer son condensé. Et ça va devenir, je pense, la nouvelle source de revenus des spécialistes en référencement. Oui, ces gens-là vont pas disparaître, c'est certain. Exactement. Des gens qui vous proposent de gagner 50 000 abonnés à votre compte Instagram du jour au lendemain grâce à ce genre de stratégie-là vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer des faux comptes et vous aider. Ça va être magique. Ça fait 2. Là. On parle de recherche et de maps, on parle de vidéo et d'audio. Je vais vous parler des gemmes. Tous les outils d'intelligence artificielle de Google sont réunis sous un nom qui est Gemini en anglais. On joue sur ce nom-là pour parler d'autres sous-applications d'intelligence artificielle. Il y a Gemma, qui est la version open source de Gemini, qui est ouverte à la communauté des développeurs universitaires, académiques, peu importe. Ça, c'est assez pointu, on n'a pas nécessairement besoin d'en parler, mais dans Gemini comme tel, on présente des gemmes. C'est des sous-applications spécifiques qu'on peut programmer où on lui donne des instructions pour agir comme une personne spécifique ou un genre de chatbot spécifique. Et ça, pour l'instant, ça ne va pas être encore 100% accessible, mais ça va être accessible probablement au courant de l'été en version web seulement. Éventuellement, ça va être intégré à l'application mobile aussi, qui est sur Android. Mais sur l'application gemini.google.com sur le web, on peut créer l'exemple qui est donné, c'est qu'on peut créer un coach pour se trouver une job. On peut lui dire, voici mon CV, voici le genre de job que je recherche. Fais semblant que tu me fais une entrevue parce que tu veux m'engager et dis-moi ce que je réponds de correct et ce que je réponds de pas correct. Et là, on peut créer des outils comme ça et les sauver. Et chacun de ces outils-là devient c'est un gemme en anglais, mais en français, c'est une gemme. Donc, une espèce de personnage, un avatar d'intelligence artificielle très applicatif. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'on peut se créer toute une banque d'outils comme ça spécialisés. Ça peut être quelqu'un ou un outil qui te recommanderait, par exemple, des endroits à visiter quand on part en vacances, basé sur le fait que, tu sais, j'aime pas faire du vélo, j'aime pas quand il fait trop chaud, j'aime pas quand il fait trop froid. Et ça permet d'automatiser certaines prises de décision. On dit que c'est un très bon outil pour faire du remue-ménage. Je dois écrire un rapport pour le travail ou pour l'école sur tel sujet. Qu'est-ce qui serait un angle différent? Et on ne va pas jusqu'à dire qu'il pourrait faire la job à votre place, mais ça peut vous aider à faire la job. Je ne sais pas à quel point ça va être vrai, mais je trouvais ça le fun d'arriver avec une capacité comme ça de créer des petits outils spécialisés que tout le monde peut créer soi-même. Et on dit que c'est séparé, donc les données dans ces outils-là restent chez vous. Donc, il y a une question de traitement de l'information qui est un petit peu plus resserrée. Je vais dire ça comme ça. Le truc qui a fait le plus jaser après VO, c'est le projet Astra. C'est une façon de combiner l'audio, le son, la voix, l'image, donc l'appareil photo et le texte, et qui permet d'interagir de façon multimédia, dans le fond, avec l'intelligence artificielle sur un téléphone. C'est-à-dire qu'on ouvre la caméra de l'appareil, on regarde où on s'en va, on pointe vers la caméra vers un objet ou vers un endroit ou peu importe, puis on lui demande des choses sur ça, et elle prend en compte le contexte, elle entend notre voix et elle nous répond basé sur ce qu'elle voit. L'exemple qu'on nous donnait, c'est une table tournante
dont l'aiguille n'arrête pas de décrocher du disque. Et là, tu prends une vidéo de la table tournante, tu demandes pourquoi ma table tournante fait tout le temps ça. Et là, Gemini peut répondre en disant, j'ai vérifié. Premièrement, ta table tournante, c'est une Audio Technica. Déjà, c'est une marque moyenne, tu sais, blablabla. Deuxièmement, il y a peut-être quelque chose dans le bras là, qui tient l'aiguille, qui est défectueux. Puis deuxièmement, la plupart du temps, ces appareils-là ont le défaut de ci et ça. Donc, il y a vraiment une notion de recherche enrichie qui est assez intéressante, mais ça reste encore théorique parce que j'ai hâte de voir mon pneu dessouffle rapidement sur ma voiture, dégonfle rapidement sur ma voiture. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça va, est-ce que c'est des choses comme ça qu'on pourrait utiliser avec Astra? Si c'est le cas, ça va être une belle petite révolution sur l'assistant personnel. Mais comme vous l'avez compris, comme ça s'appelle le projet Astra, c'est un projet, donc on n'est pas encore au point où je pense que c'est accessible du public ou que ça va être 100% fonctionnel, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Donc là, vous avez une idée, c'est quoi Gemini, qui est l'espèce d'assistant numérique évolué, qui est un ancien assistant Google+++. Éventuellement, ça va devenir ce qui est le projet Astra. Et ça vous donne une idée de l'axe vers lequel s'en va Google avec son intelligence artificielle. Et comme par hasard, ça ressemble beaucoup à GPT-4o qui a été présenté la veille. On en parlait tantôt. Oui, exactement. C'est ça qui est très, très drôle. Là. Fait que là, on s'en va vers ça. Fait que je ne sais pas à quel point ça va être fonctionnel, mais on commence à donner forme un peu à ce que peut devenir un assistant numérique d'intelligence artificielle. Et ça s'en va vers le fameux concept de AGI, là, de l'assistant, pas de l'assistant, mais de l'intelligence artificielle généraliste, qui est capable de tout savoir, tout le temps, surtout, pour vous aider à tout faire. Et ça, c'est quand même assez ambitieux. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, mais bon, on va vers ça. Et je vous termine sur quelque chose d'assez le fun, parce qu'on en a parlé dans la conférence, j'en ai reparlé avec des ingénieurs tout à l'heure. On développe ce projet Astra-là, où la capacité d'interagir avec Gemini par la voix et de façon autre que par l'écrit, parce qu'on veut éventuellement l'intégrer dans des lunettes de réalité augmentée. Ça a été dit. Et là, on a dit, on va faire un événement à la fin de l'été où on va vous présenter nos produits de ce côté-là. Fait qu'attendez-vous à ce que Google ressorte des lunettes dans les prochains mois, qui, à mon avis, vont ressembler à ce que Meta nous a présenté l'automne dernier, soit un casque de réalité virtuelle et des lunettes avec peut-être une caméra, peut-être pas, mais avec un micro et des haut-parleurs auxquels on pourra parler et lesquels pourront évidemment prendre en compte du contexte autour de vous pour vous répondre en audio sur ce qui est autour de vous, sur ce que vous posez comme question. Donc, c'est pas fini. Je pense que ça va être intéressant de voir cette nouvelle flopée de gadgets qui s'en vient. Là, on a eu les téléphones, on a eu la montre qui était une grosse affaire, et là, on va arriver avec les lunettes. Je ne sais pas ça va être quoi. La ceinture, c'est quoi la prochaine affaire? Je ne sais plus trop. Là, on commence à évoluer dans toutes les directions. On dit que Samsung, ça met qu'une bague aussi, donc tous les accessoires connectés commencent clairement à s'éclater. Là. Mais je pense qu'on s'en vient avec des gadgets comme ça qui vont créer des écosystèmes. Ça, c'est la pire affaire. Des écosystèmes encore plus forts, plus resserrés. Parce qu'il va falloir avoir le téléphone, les lunettes, la montre, qui sont toutes compatibles si on veut que ça fonctionne. Et ça, je pense que ça va être un paquet de troubles éventuellement. Apple s'en sort plutôt bien avec un écosystème de plus en plus hermétique. Mais ça, c'est une autre discussion. C'est le modèle que tout le monde veut reproduire parce que c'est payant. Ben oui. Alors, et là, Apple doit s'ouvrir à cause de l'Union européenne ou grâce à l'Union européenne surtout. C'est pas une mauvaise chose. Fait que voilà, génération de vidéos, d'audio, de musique, la recherche, les maps, le projet Astra, les gemmes et les lunettes. J'ai fait plus que 5. J'ai même pété mon propre record. Bon, écoutez, c'était Google I.O. pour vous en genre 15 minutes facile. Wow. J'espère que si vous avez des questions, écrivez-nous. Mais sinon, je pense que ça fait le tour. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler, de déballer tout ça au fil des prochaines semaines, des prochains mois, je suis certain. Mais si vous demandez comment moi, je peux tout de suite avoir accès à ces outils-là, ça tombe bien parce qu'on va vous en parler. Je vais prendre une pause là, parce qu'il faut que j'aille me moucher, mais on a le téléphone qu'il vous faut si vous voulez profiter de tout ça. On vous en parle tout de suite. C'est le Pixel 8a. Il vient d'être mis en marché par Google cette semaine. Tu l'as toi aussi, Pascal? Tout à fait. Voilà, fait qu'on vous revient avec ça tout de suite. Restez avec nous, Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On finit ça en beauté en parlant de l'appareil, en tout cas un des appareils de Google justement qui vont donner vie à l'intelligence artificielle de Google, le Pixel 8a qui a été présenté cette semaine. En fait, juste avant Google I.O., on n'a pas trop parlé de l'appareil comme tel sur place, mais on l'a utilisé pour faire des démos. Et la stratégie de Google, vous la savez, là, c'est quoi? À l'automne, on a les gros téléphones, les Pixel tout court. Et là, peut-être cet automne, on va avoir le Pixel Fold 2 au Canada. Croisons-nous les doigts. Je te bois. Oui, mais au printemps, donc à ce moment-ci de l'année, on vient avec ce qu'on appelle maintenant la série A, donc la version réduite du téléphone, je ne vais pas dire meilleur marché ou
dans le sens de cheap, mais vraiment la version simplifiée qu'on peut vendre moins cher. Le 8A se vend sans rien, là, 679 canadiens, alors que je pense que c'est 900 pour le Pixel 8. Coûte Euh, 949 pour le Pixel 900, 8. ah bon, tu vois, fait que c'est quand même sensiblement moins cher et ça s'amortit pas mal mieux. Et je vais vous dire, pour 75% des gens qui achètent un téléphone au Canada en ce moment, ça fait en masse la job. Genre, si vous voulez, tout coûte plus cher au Canada en 2024, on le sait, mais pas ce téléphone-là. Il est vendu le même prix que le 7A l'année passée et il a l'avantage d'être pas mal moins cher que le 8 tout court, tout en livrant pas mal tout ce qu'il faut. J'ai écrit mon texte là-dessus et mon titre, essentiellement, c'est un téléphone Android de milieu de gamme, mais une intelligence artificielle de pointe parce que ça donne accès aux outils actuellement disponibles sur le Pixel 8 qu'offre Google. C'est surtout du côté de la photo, mais il y a aussi l'application Gemini et tout le reste, mais sur un téléphone qui coûte la moitié moins cher. Donc, je pense que ça, c'est un gros plus. Cela dit, évidemment, puis tu l'as vu, Pascal, toi aussi, c'est un téléphone qui utilise des matériaux, entre autres, moins raffinés. On a un boîtier ou un cadre en alu, mais le derrière est en plastique. Donc, ça a l'air un peu moins sophistiqué. Mais je pense que toi, tu trouves ça avantageux. Mais je trouve ça avantageux, parce qu'il faut que je le dise, j'ai pas brisé de téléphone pendant presque 15 ans. J'en teste plusieurs par année. J'en ai eu dans mes poches, j'en ai eu 2 dans mes poches, 3 dans mon sac. Écoute, j'ai trimballé des téléphones. J'ai pas brisé de téléphone pendant des années. Et là, j'ai brisé le Pixel 7 Pro et j'ai brisé le Pixel 8 Pro. Les deux brisés à plusieurs reprises. L'écran, j'ai réparé l'écran et j'ai brisé l'écran en le rééchappant par la suite. Fait qu'il y a vraiment quelque chose, soit parce qu'il est glissant, soit parce que l'écran Gorilla Glass Victus est plus fragile qu'on le dit. C'est ma grosse crainte. Le 8A a le même processeur que le 8 Pro et le 8. Ouais. Même processeur, c'est fou. Même capacité, même stockage. On a même une option 256 GB si on veut. L'écran, écoute, est légèrement plus petit. On parle de 0,1 pouce de diagonale. Ah oui, c'est 6,1 au lieu de 6,2. Ça change tout. Ridicule. Ça change. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, même rafraîchissement, ainsi de suite. Et oui, pourtant, 120 Hz, c'est quand même meilleur que ce que faisait le 7A. Tu l'as dit, beaucoup de pixels sur le Pixel aussi. C'est un écran qui a une très belle capacité. Un peu moins lumineux, peut-être, je dirais. Un peu moins d'autonomie aussi. C'est là où vous allez peut-être vous être un peu déçu. Écoute, c'est minuscule, là. On parle de quelques milliampères-heure de moins, là. C'est vraiment pas grand-chose. C'est pas une grosse affaire, non, effectivement. Ce téléphone qui dure toute la journée, là, de mémoire, c'est... en tout cas, c'est plus que 10 heures. C'est quand même pas mal suffisant pour ce que vous avez besoin de faire de façon générale. C'est un téléphone qui, surtout vu le prix, en fait, n'est pas nécessairement destiné. Tu sais, des fois, les gens disent je vais acheter un téléphone pour mon adolescent, mon adolescente, puis on y va avec un téléphone de milieu de gamme, mais ils sont rendus tellement sophistiqués, tellement chers, les téléphones haut de gamme, que celui-là n'a pas besoin, il n'y a aucune gêne, en fait, de l'avoir. L'appareil photo est le même que le Pixel 7A de l'année dernière, mais on a droit aux outils de logiciels de retouche de Google, donc l'effaceur magique, l'anti-flou, là, je ne sais pas comment il l'appelle. Il y a même la correction du son. On peut enlever des éléments dans le son des vidéos qu'on filme pour faire un bruit de fond désagréable, des choses comme ça. Et il y a l'effaceur magique aussi pour vidéo. Donc, on a vraiment tous les outils qu'on peut avoir. Il n'y a pas un gros zoom, évidemment, mais ça, c'est pas super important la plupart du temps. Il y a le zoom numérique qui est correct là, avec la retouche d'intelligence artificielle de Google. Donc, ça fait la job. Et tu le disais, le processeur, le Tensor G3, est le même processeur que le Pixel 8. Donc, les applications, justement, de traitement d'informations qui sont un peu plus lourdes, n'ont pas de complexe sur ce téléphone-là. Donc, effectivement, c'est un bel appareil pour les gens qui qui cherchent à renouveler leur téléphone quand ça coûte plus cher. D'ailleurs, c'est une ma chronique dans le journal la semaine prochaine parce que les gens, on se plaint beaucoup au Canada que tout coûte cher dans le sans-fil. Et là, avec des téléphones comme celui-là, qui viennent, dans son cas, avec la promesse d'avoir au moins 5 mises à jour d'Android avant que ça fatigue son processeur. Et la prochaine fois, vous pourriez avoir à acheter un téléphone, c'est en 2030, parce qu'on dit il est bon au moins 7 ans, votre téléphone. Ça, c'est nouveau. Et ça fait du bien au portefeuille. Et en plus de ça, bien évidemment, à partir de là, vous pouvez renégocier votre forfait sans fil parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 200 gigs par mois de données mobiles sur un téléphone comme celui-là. Donc, c'est un beau compromis pour les gens qui veulent l'appareil qui fait tout ce qu'il a besoin de faire dans votre poche sans avoir à payer pour le plus gros téléphone de la gamme.
Je pense que ça résume plutôt bien. Pour le reste, bien évidemment, il n'y a pas de recharge sans contact. Là. Il n'y a pas de gadget, si vous voulez, sur ce Inversé téléphone-là. sans contact. C'est le truc qu'on peut Ouais, pas renverser, exactement. mais on a quand même la recharge par induction. Fait qu'il y a Oui, vraiment c'est ça, des c'est ce que je voulais dire. petits détails qui sont là. Je trouve que ça fait un téléphone extrêmement alléchant pour quelqu'un Ouais. qui veut un Il est offert en belle téléphone. couleur. Je l'ai en espèce de rose corail. Il y a comme un vert aussi qui est assez vert aqua, là, Le qui est quand même le vert fun. est très recherché. J'ai reçu le noir qui est très joli. Anthracite, fond. Et je pense sérieusement, c'est un téléphone, si vous cherchez un téléphone, en même temps, regardez les promotions. Parce que je voyais que le 8A, le 8 Pro et le 8 étaient en promotion, grosse promotion en ce moment. Fait que si vous regardez du côté de votre opérateur, vous allez peut-être avoir à un prix réduit le 8 Pro, ou qui ont quand même une meilleure caméra, qui ont quand même plus de caméras si on le veut. Mais si vous voulez les fonctions de base, vous prenez des photos qui vont être excellentes. Il n'y a pas de mal, là. C'est pas un mauvais appareil photo. Vous avez même plus de mégapixels. Les pixels sont plus petits, par exemple. Fait que pour la collecte de la lumière, l'ouverture est légèrement plus petite. Oui. Fait que ceux qui veulent prendre des photos plus... Encore une fois, l'intelligence artificielle corrige. Vous allez prendre des très, très belles photos, beaucoup plus qu'un appareil peut-être $100 de moins, mais qui n'aura pas toutes les fonctions d'intelligence artificielle de Google. Voilà. Très, très bon achat si jamais vous cherchez un téléphone. Ah oui, c'est un bon achat, c'est certain. Puis c'est peut-être l'achat à faire si vous magasinez pour un téléphone Android. Toujours le débat entre moi, ça me prend un iPhone et tout ça, puis les gens ils veulent absolument accrocher sur l'iPhone, mais pour pas cher, un téléphone qui fait la job, le Pixel 8a est une référence, il n'y a aucun doute. Et vous pouvez installer Gemini dessus, et vous pouvez à partir de là challenger tout ce qu'on vient de dire à propos de Gemini et de l'intelligence artificielle chez Google, parce que vous y avez accès. Donc, c'est quand même pas rien non plus. Ouf, c'est pas mal ça, mon cher ami, je suis pas mal essoufflé. On avait pas mal de stock en condensé. Écoute, Oui. tu vas pouvoir poursuivre ton voyage en Californie. Tu reviens bientôt, j'imagine. On se revoit. Ben là, non, je pense que tu fais encore en déplacement lors de. Je fais mes valises, puis je reviens à la maison pour la fin de semaine et on repart la semaine prochaine. On va parler de Vivatech, la conférence techno qui a lieu à Paris, qui se veut le gros CES européen de plus en plus. Il y avait Elon Musk l'année passée. Cette année, il ne sera pas là, mais il y a une cinquantaine de jeunes entreprises québécoises qui y vont. Fait que je m'en vais les voir là-bas. Oh là là, là. vous vous demandez pourquoi vas-tu les rencontrer à Paris alors qu'elles sont de Montréal? Je dis, ben, c'est les fois où elles sortent de chez eux. J'imagine que c'est l'occasion de les rencontrer. Mais oui, on va parler d'intelligence artificielle encore la semaine prochaine, puis on va essayer de faire quelque chose en direct de là-bas à une tasse de tech aussi. Écoute, bon séjour, bien du plaisir. Ceux qui sont curieux, qui ne connaissent pas Vivatech, jetez un coup d'œil là-dessus. C'est un salon super intéressant. On va remercier nos partenaires, TELUS, Planet Hoster, Hello Darwin, merci d'être avec nous. C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. C'est grâce à vous qu'on est distribué partout au Québec et même dans le monde sur les plateformes de C23 et de Cogeco. Alain McKenna, on peut te lire partout, tu l'as mentionné dans Le Devoir. Moi, on peut venir sur pascalforget.com. Si jamais, n'hésitez pas à m'écrire, me connecter. On est rejoignable sur LinkedIn, Facebook, TikTok. Non, peut-être pas TikTok, remarquez. Mais on est vieux, on est âgé. Exactement. Il faut s'assumer un peu, Pascal. Merci d'avoir été avec moi, comme à chaque semaine. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Faites attention à vous et on se reparle effectivement la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!